Utep à tous, Utep. Moi, c'est Yao Boni. Je vous souhaite la bienvenue à Jour de Soleil. Aujourd'hui, nous allons parler du fonds d'investissement. À la question de savoir qu'est-ce qu'un fonds d'investissement, pour être très terre à terre, sans rentrer dans les thèmes techniques, afin que vous tous puissiez comprendre, un fonds d'investissement, c'est de l'argent. C'est de l'argent qu'un groupe de personnes mettent ensemble afin de pouvoir participer au capital d'une société. Voilà. Au passage, je vais définir qu'est-ce que le capital d'une entreprise. Le capital d'une entreprise, c'est aussi un montant d'argent que plusieurs personnes mettent ensemble afin de pouvoir démarrer une affaire, afin de pouvoir créer une société. Et lorsque la société se crée et qu'elle veut se développer, elle n'a pas pour obligation de se tourner vers les banques pour avoir ce crédit-là. Elle peut ouvrir son capital et laisser entrer d'autres investisseurs, d'autres associés. C'est dans ce sens-là que des fonds d'investissement, c'est-à-dire de l'argent constitué par d'autres personnes, hein, trouvent moyen de pouvoir rentrer dans le capital de ces sociétés-là. Donc, je dirais, il y a de la mobilité dans les fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, cette somme d'argent qui rentre dans le capital d'une société, peut la quitter pour aller dans le capital d'une autre société et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu ça la caractéristique propre au fonds d'investissement. Donc, l'idée du fonds d'investissement pour ces investisseurs-là, c'est de pouvoir fructifier leurs capitaux. Fructifier leurs capitaux. J'ai un groupe d'amis avec qui j'ai fait le collège, l'université, nous avons de bons rapports. Nous sommes au nombre de 5 par exemple. On peut s'entendre sur un projet, on peut s'entendre de créer un fonds d'investissement, c'est-à-dire chacun apporte un montant d'argent, on met ce montant d'argent ensemble, on constitue le capital et on baptise ce capital-là par une dénomination propre. Je prends un exemple, moi je m'appelle Yao, je peux dire bon, on va constituer, si je suis bien sûr peut-être participant majoritaire à ce fonds, je dirais comme ça qu'on va donner le nom de Yao Capital. Voilà. Yao Capital est constitué, c'est de l'argent qui a été baptisé. Et cet argent-là est domicilié en tant que fonds d'investissement. En tant que fonds d'investissement. Ça peut être dans un compte à l'étranger ou ça peut être dans un compte dans le pays dans lequel on réside. Et ce fonds dit par exemple seulement servi qu'à financer les entreprises qui évoluent dans le domaine des BTP ou dans le domaine de la santé ou bien dans des domaines diversifiés. Vous voyez, ça devient une caractéristique propre à notre fonds. Donc, on peut dire peut-être investi dans des sociétés sur un moyen terme, ou bien ce fonds-là peut, moyen terme au passage, je signifie que c'est 3 à 5 ans, voilà, ou à long terme, 5 ans et plus. Donc, on peut dire ça comme ça, on peut baptiser ce fonds-là comme ça, ou on peut caractériser ce fonds-là comme ça. C'est notre fonds à nous, et on peut le caractériser ainsi. Et quand on décide de rentrer dans le capital d'une société, généralement les fonds d'investissement, quand ces fonds-là rentrent dans ces sociétés, ces fonds-là occupent une position, je dirais, à hauteur de la place qu'elles occupent dans ce fonds. Je m'explique. Si on a constitué un fonds un milliard de francs CFA, et qu'on décide de rentrer dans une société qui a déjà un capital de 3 milliards, vous verrez que nous viendrons augmenter le capital de ces sociétés-là d'1 milliard. Donc la société va se retrouver avec 4 milliards. Vous voyez. Donc les 1 milliard dans les 4 milliards, ça nous donne le pourcentage. On occupe, je dirais, le quart du capital de cette société déjà. Donc occuper le quart du capital de cette société nous donne, je
dirais, une position qui nous permettrait de aussi prendre des décisions dans cette société. Voilà, donc on va participer à la prise de décision dans ces sociétés. On va piloter avec nos associés cette société. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne le fonds d'investissement. Mais au bout d'un certain temps, si on se donnait comme mission de rester dans le capital de cette société jusqu'à nos 3 ans, soit on pourrait reconduire cette convention, ou bien on pourrait s'arrêter à cette date d'échéance de 3 ans. C'est-à-dire au bout de 3 ans, on sort du capital de ces sociétés. C'est ainsi que vous voyez, il y a certains fonds d'investissement étrangers qui arrivent à rentrer dans le capital de sociétés africaines, qui viennent, qui partent, et qui pourraient être une sorte de sérum pour ces sociétés. Pourquoi j'emploie le terme de sérum? Parce que autant qu'un individu soit malade et qu'on lui apporte du sérum, le rôle de ce sérum-là, c'est pour envoyer au corps, à l'immunité de ce corps-là, les ressources qu'il n'a pas, dont il ne dispose pas pour combattre la maladie dont il souffre. Donc le sérum ici envoie les éléments, le renfort, voit booster les globules blancs, et pour permettre à sa défense immunitaire de pouvoir combattre aisément la maladie. Donc vous voyez un peu la position du sérum dans le sang. Oui, le sang apporte déjà ces éléments, mais c'est quand le sang ne peut plus, n'a plus de ressources, qu'on apporte le sérum. Donc ça veut dire que le sérum est un corps étranger qui vient à la rescousse du corps essentiel. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc un fonds d'investissement peut être considéré comme le sérum d'une entreprise à un moment donné où l'entreprise se porte mal. Généralement, c'est comme ça. Ou bien quand l'entreprise a une perspective de développement, quand l'entreprise veut se développer, veut attaquer d'autres marchés et qu'elle a besoin d'assez de capitaux pour aller de l'avant, plutôt que de solliciter une dette auprès des banques, ou bien plutôt que de contracter du crédit auprès du grand public, elle peut se tourner vers des fonds d'investissement. Donc ces fonds d'investissement-là vont rentrer dans son capital, vont grossir son capital, vont mettre à disposition des montants d'argent qui vont permettre à cette entreprise de pouvoir opérer dans son développement et de pouvoir atteindre l'envergure qu'elle vise. Donc c'est un peu ça l'idée. Raison pour laquelle vous avez dans des sociétés plusieurs fonds d'investissement. Pour avoir plusieurs fonds d'investissement, il y a des exemples, je dirais, concrets. Hein. Vous avez, quand vous achetez par telle société, c'est un peu un fonds d'investissement qui s'est déplacé pour entrer dans cette société. C'est de l'argent qui est rentré. Donc ça, c'est un fonds d'investissement. Parmi les grands fonds d'investissement, on en a plusieurs. Bon, pour ne pas faire de publicité, bon, je vais citer l'un des plus connus. Comme nous sommes dans un concept de mondialisation, on a l'autre, le fonds d'investissement Hathaway, de l'autre, non, Hathaway, ça c'est l'américain. L'américain, comment il s'appelle, son nom m'échappe un peu, mais ça va me revenir. On a des fonds Iranov, on a aussi plusieurs fonds individuels, voilà, qui sont mis à disposition de ces sociétés-là. Et quand ces fonds jugent une société intéressante dans sa perspective, une société intéressante dans son domaine d'activité, elle peut juger nécessaire de mettre à disposition cet argent pour pouvoir relever cette société et pour pouvoir la booster. Voilà. Donc, l'image que vous devez vous faire du fonds d'investissement, c'est de l'argent. De l'argent qui peut être le capital. Donc, dans le jargon des finances, on va parler de prise de participation. Voilà, c'est des prises de participation que ces fonds font. C'est-à-dire ces fonds ne servent pas à endetter l'entreprise. C'est différent. Ce ne sont pas des dettes. C'est-à-dire qu'une fois que l'argent rentre dans l'entreprise, ce n'est pas une dette qui est enregistrée dans la comptabilité de cette entreprise. C'est plutôt une prise de participation. Donc, ça rentre dans le capital propre
Ça rentre dans le fonds propre de l'entreprise. Donc, ces investisseurs-là, ces nouveaux investisseurs deviennent des associés. Ok? Donc, voilà, c'est un peu ça l'image que vous devez faire des fonds d'investissement. Et que puis-je dire d'autre? Je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur les fonds d'investissement que je trouverais vraiment plus intéressant si vous avez des préoccupations, des critiques à faire. Je serais plus vous donner de plus amples informations là-dessus. Merci pour votre attention. Ok, ça marche. Voilà, moi j'ai quelques questions en attendant que les gens posent des questions. La première question, euh, comment, par exemple, si quelqu'un, il y a un fonds d'investissement qui est créé ou bien qui existe déjà, quels sont les critères pour pouvoir prendre en considération ce fonds d'investissement-là afin que par exemple, je vienne participer pour voir est-ce que c'est des personnes qui sont bien, est-ce que les activités qu'ils mènent sont légales, ces éléments-là. Quels sont souvent des critères qu'on peut prendre en compte afin de rejoindre un fonds d'investissement particulier? Bon, pour mieux recadrer la question, je vais peut-être mieux la reformuler. D'accord? Un fonds d'investissement, généralement, peut se constituer en société. Oui. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des groupes de personnes qui constituent ce fonds et qui le mettent à disposition. Et qui recherchent aussi de potentielles entreprises qu'elles pourraient booster ou développer au travers de leurs fonds. Les fonds d'investissement ne font pas de cadeaux. Elles ne sont pas là pour aider, elles sont là pour leurs intérêts. Quand un fonds d'investissement s'approche d'une entreprise, c'est pour en tirer profit. Je vous donne un bel exemple. Vous voyez, il y a une grande société de la place qui a des difficultés. Et cette société, la Chine par exemple, et cette société doit se faire représenter dans les pays de la sous-région. Et cette société-là doit pouvoir relever certains défis de concurrence, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses. Et la société chiffre ses ambitions à hauteur peut-être de 30 milliards. Mais elle n'a pas 30 milliards. Elle n'a pas 30 milliards. Et elle se voit toujours refusée par les banques ce montant d'argent. Elle n'est pas vraiment fiable. Donc quand c'est comme ça, il y a des fonds d'investissement qui peuvent dire, bon tiens, là on a une opportunité, c'est une société qui a le savoir-faire, les employés sont encore bien à leur place. Pourquoi ne pas injecter notre montant à disposition dans cette société, la relever, pouvoir la diriger. Une fois qu'elle se portera mieux, elle va faire du bénéfice. Nous, on récupère notre argent, en plus du bénéfice, et on ressort. C'est un peu le principe du fonds d'investissement. C'est comme ça les fonds d'investissement réfléchissent. Donc, avant de se lancer, les fonds d'investissement, qu'est-ce qu'elles font? Elles prospectent la société. Quand on dit prospecter, c'est mener une sorte d'enquête au niveau de sa gestion, au niveau de son éthique. Voilà, elle essaie de voir un peu quelle serait la capacité de croissance de cette société. Voilà. Sa capacité de développement. Et quand elle se renseigne, quand elle s'est bien renseignée, elle vient maintenant tenir son conseil pour décider de si ou pas elle doit rentrer dans le capital de cette société. Et quand on convoque, je crois bien, le comité de gestion, on convoque le conseil d'administration pour leur faire part voilà, du projet. Et quand ils sont d'accord, ils ouvrent leurs capitaux. Et voilà, ce fonds d'investissement-là pourrait vraiment opérer dans ce sens. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, avant, pour celui qui veut comprendre le mécanisme par lequel le fonds d'investissement entreprend sa démarche de rentrer dans le capital d'une société, elle mène d'abord ses enquêtes. Voilà. Pour voir un peu quelle serait la perspective de croissance de cette société. Pour voir un peu quelles seraient les ressources humaines disponibles pour booster cette société. Pour voir un peu l'environnement économique de cette société. Voilà. Dans lequel évolue cette société. Je vais vous prendre un exemple terre à terre. Vous voyez, il y a plein de fonds d'investissement étrangers, européens, qui arrivent en terre africaine. Rectifier leurs fonds au travers de ces sociétés africaines. Donc, vous savez, souvent il est difficile dans certaines économies africaines
pour des sociétés de se développer. C'est comme ça, ces fonds-là sont obligés de se fier à des rapports économiques, par exemple. Raison pour laquelle vous voyez certains de nos gouvernements font toujours une sorte de promotion, d'investissement, essaient de faire beaucoup de communication sur les sociétés, sur les secteurs d'activité pour attirer ces fonds d'investissement-là. Vous voyez, plus on en dit du bien, plus ça donne de la confiance à ces fonds d'investissement. Vous voyez, et ces fonds d'investissement ne sont pas dupes, ces fonds d'investissement-là viennent voir de leurs propres yeux ce qu'il en est de ce qui a été dit. Voilà. Elles prospectent un peu, elles essaient de voir. Je vais vous donner un exemple banal. Il y a un fonds qui arrive et qui veut investir dans le domaine, par exemple, de la santé. Si vous voulez investir dans le domaine de la santé, vous voulez, par exemple, vendre des médicaments de laboratoire en Afrique, il faut s'assurer que déjà, le domaine dans lequel vous êtes spécialiste, par exemple dans le domaine du paludisme, il faut s'assurer que les gens font effectivement ces mots-là pour pouvoir leur proposer des médicaments dans ce sens. Si vous voyez que l'environnement favorise ces gens de maladies, vous avez de bonnes raisons déjà de pouvoir leur proposer des médicaments. Et s'il y a des industries qui sont sur place, qui peinent à mettre à disposition ces médicaments, et que vous pensez que votre fonds d'investissement peut relever ces industries-là, vous avez de bonnes raisons d'investir votre fonds d'investissement dans cette société. Vous voyez, il y a des facteurs dont il faut tenir compte, des facteurs macro, micro, économiques, et il y a des facteurs, je dirais, de gestion, il y a des facteurs de faisabilité, il y a des facteurs de demande. Il faut que la demande soit vraiment... Il faut que... il y a aussi des facteurs, je dirais, d'un point de vue administratif, la fiscalité, l'ordre juridique, tout ça. C'est tous ces facteurs-là qui sont prospectés par les fonds d'investissement et qui donnent, je dirais, la décision à ces fonds-là d'investir ou pas dans un pays ou dans une société. Ok, merci beaucoup. J'ai une deuxième question. Bon, j'ai contact et nous décidons de faire le fonds d'investissement. Est-ce qu'il y a au niveau du droit, au niveau présent de l'administration, est-ce qu'il y a des démarches à suivre pour constituer ce fonds d'investissement? Je vais vous dire pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pour vous dire les choses concrètement, je dirais que la démarche n'existe pas vraiment. Elle n'existe pas vraiment, elle n'est pas vraiment adaptée à ce qui est de la constitution d'un fonds d'investissement. Raison pour laquelle on a des personnes ici qui interviennent dans le domaine des fonds d'investissement, mais qui sont obligés de constituer leur fonds d'investissement ailleurs. Ailleurs. Je vais vous donner des pays de référence comme l'île Maurice, qui sont ces pays qui font beaucoup la promotion de la création des fonds d'investissement. Ici, la création du fonds d'investissement, vous pourrez peut-être trouver des alternatives, c'est-à-dire créer des fonds qui ressemblent à des fonds d'investissement qui ne sont pas en réalité des fonds d'investissement. Et quand c'est comme ça, si vous les constituez, tant bien même que ce ne soit pas un fonds d'investissement et que vous travaillez comme un fonds d'investissement, vous allez devoir subir une fiscalité très lourde. Une fiscalité très lourde parce que on appelle fonds d'investissement de fonds qui doit avoir, je dirais, une fiscalité conséquente. Si votre fonds d'investissement créé ici ne vous permet même pas de pouvoir financer ou bien entrer dans le capital d'une entreprise à cause de la fiscalité qui est appliquée sur sur ces types de fonds, si vous créez un fonds d'investissement en Côte d'Ivoire et que d'un point de vue juridique, un cadre légal pour pouvoir suivre ces genres d'opérations liées à ces fonds, vous ne pourrez pas mener à bien vos investissements. Donc, c'est un certain nombre d'éléments dans l'environnement qui permettraient de mener à bien les activités de fonds d'investissement qui promeut ces fonds d'investissement-là. Donc, raison pour laquelle il y a des investisseurs qui préfèrent aller dans des pays
qui sont vraiment favorables, où les cadres réglementaires, où les cadres administratifs sont conséquents pour ces fonds. Aller loger leurs fonds là-bas et puis venir travailler dans tous les pays du monde entier. Donc, pour ce qui est de la création des fonds d'investissement en Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a pas encore je dirais, de cadre administratif réservé pour la création de ces fonds. Voilà. Bon, est-ce que ça dit que c'est pratiquement interdit de le faire? Ce qui ne se fait pas n'est pas forcément interdit. Il peut y avoir un vide juridique là-dessus, je pourrais dire. C'est un vide juridique, mais ce n'est pas vraiment interdit. Un vide juridique, c'est-à-dire il y a un cadre réglementaire qui est vraiment absent dans ce domaine-là, qui fait que quand vous vous constituez tant bien même que mal à vouloir opérer dans un domaine d'investissement avec un fonds d'investissement, ça, on vous trouve des substituts. C'est-à-dire en cas de problème, par exemple, en cas de risque, vous allez subir peut-être le cadre réglementaire, peut-être qu'on attribuerait aux banques, par exemple. Alors que vous n'êtes pas banque. Voilà, c'est un peu ça le décalage qui pourrait exister, c'est un peu ça le mal, quoi. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire, par exemple, dans la communauté africaine, panafricaine, Camille, tout ça, si nous devons créer des fonds d'investissement, est-ce que ça dit qu'on doit le faire dans la clandestinité ou on doit communiquer sur ce fonds d'investissement, dans ce fonds d'investissement afin de mener des projets? Je n'emploierai pas le mot de clandestinité parce que si on parle de clandestinité, c'est qu'on n'est pas loin de l'illégalité. C'est pas la question, je dirais, on pourrait trouver de façon légitime une manière de pouvoir opérer un fonds d'investissement sans être pour autant un fonds d'investissement. Je m'explique. On pourrait être une société d'investissement, par exemple. On pourrait constituer une société d'investissement. En société d'investissement, ça existe. C'est possible de le faire en Côte d'Ivoire. Mais comme je l'ai dit tantôt, les cadres ne sont pas favorables pour le développement, sinon pour l'exercice d'une activité de société. Parce que la fiscalité reste encore lourde. Il faut du temps, assez de temps et assez de flexibilité et assez d'avantages pour ces genres de sociétés-là pour qu'elles puissent se développer. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons le code des investissements qui est vraiment favorable pour les PME, les PMI. Vous voyez, quand on leur donne ces avantages, ça peut leur permettre de se développer. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes créent des startups. Combien de ces startups dépassent les 3 années? Pourtant, les startups ont le droit d'exister en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas encore, si je vous dis, pas encore de cadre juridique pour suivre les startups. C'est pas faux. Ouais, moi je le sais. Il n'y a pas encore de cadre juridique pour suivre les startups. Ça, c'est de 1. De 2, il n'y a pas encore un dispositif de financement adapté pour les startups. Vous voyez un peu. Oui. Donc, c'est les exemples palpables. Donc, autant qu'il y ait toutes ces difficultés pour les startups, il y a ces mêmes contraintes pour les fonds d'investissement ou bien pour les sociétés d'investissement. Donc, si un groupe, une association, une organisation veut faire de la prise de participation, c'est vrai qu'elles peuvent se donner pour idée de pouvoir fonctionner comme un club d'investissement, mais elle est obligée, bien obligée, de trouver de façon subtile, je dirais, un substitut. Service juridique. Un substitut d'organisation qui ressemblait au fonds d'investissement. Voilà. La mieux adaptée, c'est les sociétés d'investissement. Pour constituer une société d'investissement, c'est-à-dire votre rôle, ce sera de faire quoi? Vous, pas derrière en tant qu'associé, je dis, excusez-moi pour le lapsus, en tant qu'associé de cette société d'investissement, vous apportez les capitaux qu'il faille. Une fois que vous apportez le capital, vous constituez le fonds. Une fois que vous constituez le fonds, vous pouvez décider maintenant dans votre politique de la gestion de ce fonds de pouvoir rentrer dans le capital des PME ou des startups. Et pour les startups, pour vous donner une idée de comment ça pourrait fonctionner, par exemple ici, puisque j'ai été en contact avec des plateformes de startups, pour les startups, ce qui est
très bien pratiqué au-delà de nos frontières, c'est le business angel. Vous voyez, par exemple, c'est les business angels qui viennent en financement de ces startups-là. Et pourquoi on les appelle business angels? Parce que c'est des groupes de personnes de bonne volonté qui croient aux affaires des nouvelles innovations technologiques, qui se mettent ensemble, qui mettent leur argent ensemble et qui décident de soutenir financièrement ces sociétés-là. Vous voyez, ça peut être des tantis, des tontons, ça peut être des amis, c'est business angel. Mais pourquoi ils se constituent en business angel? Ils se constituent en business angel parce que dans ces pays-là, il y a un cadre réglementaire qui leur a permis de se constituer comme tel. Et pourquoi elles ne se constituent pas en banque? Pourquoi elles ne se constituent pas en microfinance? Parce que les caractéristiques ou bien les politiques de financement des banques ou des microfinances ne sont pas les mêmes que celles des business angels. C'est ça. Les business angels peuvent investir 100 millions dans votre startup. Si votre startup n'a pas marché, eh bon, c'est perdu. C'est perdu. On n'aura pas à dire, bon, monsieur, comme vous avez failli à votre mission de gérant de startup, on va vous mettre en prison. On n'aura pas à dire, bon, voilà, c'est du gagner, gagner, perdu, perdu. C'est des gens qui ont confiance en vous, qui mettent un montant d'argent à disposition. Ça peut être des tantis, des tontons, comme je l'ai dit, qui vous font vraiment confiance, qui connaissent vos savoir-être, votre savoir-faire, un montant d'argent, croyant que vous allez vraiment réussir. Voilà, c'est un peu ça le rôle d'un business angel. Raison pour laquelle on dit business angel, les anges des affaires. Vous voyez un peu, vous connaissez un plus ou moins le sac des anges. Ouais, c'est un peu ça. Donc, les banques, c'est pas le cas. Les banques, c'est du attends, faut décoller d'abord, faut réussir, et puis nous, on vient bouffer avec toi. C'est un peu ça, les banques. Ouais. C'est un peu ça l'idée des banques. Les banques, elles te prêtent parapluie lorsque le temps est beau. Elles ne te prêtent pas le parapluie quand... Non, 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 non. Ouais, un peu. Elles ne prennent pas de Donc, risque. c'est la différence. C'est la différence. Donc, c'est ces pays-là qui ont bien compris le fonctionnement des startups, qui ont mis à disposition un dispositif de financement pour ces startups, qui sont les business angels. Vous voyez, à une situation donnée ou à un type de structure donnée, il faut le dispositif qui convient ou adapté. C'est la même chose pour les sociétés d'investissement. Pour les sociétés d'investissement, il faut un cadre réglementaire adapté. Il faut un cadre juridique et administratif adapté. Il faut un dispositif je dirais, de gestion adapté. Alors que ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. C'est pas le cas en Côte d'Ivoire. J'espère que je vais dans le sens de la question qui était posée. Oui, tu vas dans le sens, tout à fait. Voilà. Bon. Si on peut me rafraîchir un peu la mémoire sur la question, voilà, Non, je disais tout à l'heure, est-ce que, vu qu'il y a un vide juridique par rapport à ça, comment faire pour pouvoir constituer le fonds d'investissement? C'était un peu ça. Bon, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter encore. Oui, bon, pour ces personnes qui ont vraiment la volonté de pouvoir mettre à disposition des montants de financement, ça peut se faire sous plusieurs ordres, hein, sous un ordre associatif, à but peut-être non lucratif. Ça peut se faire sous un ordre... Pour ce qui est de l'association à but non lucratif, c'est le moyen, je dirais, le plus facile. C'est le moyen le plus facile. Aujourd'hui, nous avons dans plusieurs organisations à but non lucratif, même dans des organisations religieuses, ça se voit beaucoup. Les gens font des communautés, font des associations, des cellules de mutuelles où ils mobilisent un montant important d'argent et ils mettent à disposition ces montants voilà, pour le financement de certaines sociétés, d'éventuelles sociétés dans ces communautés. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Est-ce que l'argent qui vient d'une association à but lucratif ne peut pas vraiment aider une entreprise? Est-ce que l'argent qui vient dans l'intention de ne pas faire de gain ne peut pas vraiment aider une organisation qui cherche du profit? L'argent n'a pas d'odeur, on le dit. L'argent n'a pas d'odeur. Donc, vous voyez, peu importe d'où elle vient, d'où cet argent vient, il peut servir vraiment à financer. Il peut servir. Donc, ce ne serait pas impossible pour une communauté de pouvoir mettre ensemble un montant d'argent, que ça soit de façon légitime, mais ce ne serait pas vraiment illégal,
il faut que ça se fasse dans la légitimité, c'est-à-dire faut se constituer parce que entre les participants, il peut y avoir des soucis. Que dans l'illégalité et qu'il y a des soucis, vous ne pouvez pas vous remettre voilà, à la justice. Donc quand c'est comme ça, vous devez vous constituer en toute légitimité et puis mettre ensemble cette épargne ou cet argent afin de pouvoir financer les activités des membres de la communauté. C'est possible, ça se fait. Ça se fait. Ok. Bon, je ne sais pas si ceux qui nous regardent, ils connaissent des fonds d'investissement Camille, panafricanistes. Pour ma part, le seul fonds d'investissement que je connais, c'est Foroba avec Clapopo. Donc ce fonds d'investissement-là a déjà investi dans 3 lieux que je sais, en Côte d'Ivoire ici, au Togo et en France. Bon, on aura le temps d'en parler. S'il y a d'autres personnes aussi qui connaissent des fonds d'investissement panafricains, Camille, tout ça, ils peuvent nous revenir. Je voulais donner un exemple plutôt. J'avais parlé de Île Maurice. Je me rappelle qu'en 2016-2017, pendant au niveau du patronat, ils font, comment je peux dire ça, les rencontres annuelles où les startups, les entreprises se rencontrent et on fait des dons, plutôt, on fait des partages. J'ai oublié, la CGCI. Voilà, il y en a encore. Et pendant l'année 2016-2017, il y avait un fonds d'investissement mauricien qui était venu. Donc, j'ai vu qu'ils ont investi plein d'argent. Bon, je connais un ami, pas un ami de façon directe, mais j'ai vu qu'il a pu décoller son business. Ils sont dans l'immobilier. Et je sais que c'est par ce fonds d'investissement-là qu'ils ont pu mettre ces choses, ils ont pu se faire financer. Donc, j'atteste ce que tu dis. Au niveau de l'île Maurice, je sais que là-bas, tout est mis ensemble pour pouvoir financer des choses. Toi qui as fait le Nigeria, est-ce que tu t'y connais là-bas au niveau des fonds d'investissement, ce genre de choses-là? Bien sûr, bien sûr. Je viens de, voilà, sans aborder la réalité, je dirais, du marché financier nigérian. Là-bas, ils font beaucoup de... Ils avancent. Ils font dans l'informel. Vous savez plus ou moins la mentalité anglo-saxonne. C'est ça. Les anglophones des pays qui tant bien même ont été colonisés ont quand même une avance, je dirais, prompte et je dirais plus active de ce qui est de leur développement économique. Ils n'attendent pas les autres. Ils sont très, 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 très réactifs. Et l'individuel nigérian, lui, quand il veut faire une affaire, s'il a sollicité ses parents, qu'il a eu l'argent, il se lance. Il n'attend pas d'avoir tous ses papiers. Il se lance d'abord et après les papiers ensuite. Voilà, c'est des gens qui sont très actifs. Et en ce qui concerne là-bas les plateformes de financement, ouais, il y a beaucoup qui sont certes dans l'informel, mais qui ont beaucoup d'argent là-bas. Là-bas, la liquidité circule. Donc, déjà, si vous faites de bonnes choses, vous êtes une bonne entreprise qui avait, je dirais, de bons projets en tête, l'idée déjà suffit. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans les pays anglophones, on est moins regardant sur les diplômes et plus sur les idées. Si ton idée et ce que tu as dans le ventre te permet de pouvoir ébahir plus d'une personne, tu vas trouver financement. Moi, je vois un menuisier, un ébénistier qui n'a pas fait des études dans son domaine, qui me fait de très belles tables, sauf qu'il est dans un taudis, il est dans un bas-fond. Moi, je suis milliardaire, je passe là, je m'arrête. Je lui pose quelques questions et puis bon là, je lui donne, je dirais, je lui fais des suggestions de pouvoir vraiment le financer dans ce sens-là, mais moyennant profit. Je lui fais comprendre ça. Et comme il est travailleur et comme il veut voir son affaire se développer, c'est des gens qui se tuent vraiment doublement à la tâche. Contrairement dans les pays francophones, le gars il a ses sous, bon voilà, c'est sa famille, c'est son entreprise et puis ça se limite là. Ouais. Il voit le cordonnier, il voit le menuisier qui arrange sa table, il voit le
le mécanicien qui répare sa voiture, qui est dans un taudis, bon, lui, bof. Voilà, sa perspective ne va pas jusqu'à financer. On ne demande pas de faire de la charité, mais on demande de contribuer à un développement de l'environnement économique d'un pays. En tant que citoyen, quand vous avez des moyens, quand vous avez la possibilité de pouvoir booster une économie, je dirais, nationale, vous vivez dans un pays. Vous êtes automatiquement, vous devez être nationaliste. Ça, c'est la nature qui le veut. Quand on vit dans un village, on pense non seulement à l'avancée de sa cellule familiale, mais aussi à l'avancée de la communauté. Ça, c'est ce qui est normal. Il n'est pas normal que des Africains gagnent bien leur vie, aient, je dirais, du surplus, beaucoup d'argent, et ne pensent même pas à participer et à contribuer au développement économique de leur communauté. Ça, c'est un mal. Ça, c'est un mal. On ne demande pas de faire la charité, on demande de développer. C'est vrai que vous faites du business. C'est vrai que vous voulez croître votre capital. Mais vous ne pouvez que le faire si votre communauté est développée. Imaginez-vous un instant que vous êtes riche, vous avez une entreprise. L'entreprise roule bien, tout fonctionne. Et que cette entreprise-là trouve domicile dans un environnement de misère. Que les gens n'aient plus les moyens de pouvoir acheter vos produits que vous produisez tant. Que les gens n'aient même plus la moralité, la bonne morale de pouvoir apprécier votre produit. Comment vous faites? Sans eux, vous n'existez pas en réalité. Donc, vous voyez, cette mentalité-là, il y a plein de pays qui en donnent bon exemple. Qui en donnent bon exemple. C'est pas une référence, je dirais, c'est pas une idéal pour moi. Mais quand vous prenez les pays que nous critiquons tant, les pays européens, ils ont le souci du développement communautaire. Ils ont le souci, quand vous prenez les pays arabes, ils ont le souci du développement communautaire. Quand vous prenez les pays asiatiques, ils ont le souci du développement communautaire. Vous voyez, C'est clair. leur richesse ne se limite pas à leur villa ou leur voiture. Leur richesse se limite à combien d'entreprises avant de mourir, moi je peux créer. C'est ça. Combien d'entreprises, jeunes entrepreneurs, je peux financer avant de quitter ce monde? C'est la question qu'ils se posent. Voilà. Bon, on a une question. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'on pense de Kouro Douane. Je ne vais pas critiquer une entreprise, mais je vais critiquer un système. Si ce système est bel et bien un système fondé sur une structure qui est très bien connue, qui se révèle un peu être un marketing de réseau ou une structure pyramidale de chaîne de Ponzi, moi je vous dis tout de suite que moi je suis contre. Non, je vous déconseille. Je vous déconseille parce que j'ai analysé beaucoup de ces structures, de ce type de structures dans ma vie. J'ai pas certes beaucoup d'expérience, mais je connais beaucoup ces genres de structures. C'est pas de bonnes structures, c'est pas des structures que je conseillerais à quelqu'un de pratiquer. C'est des structures de servitude, c'est des structures qui ne servent qu'à enrichir ceux qui l'ont créé. Et je ne crois pas que ces genres de structures puissent vraiment se confondre à notre idéal panafricain de la richesse communautaire, de la richesse la mieux partagée. Parce que c'est ça. Le capitalisme sauvage fondé sur la mauvaise éthique ne fait pas partie, je dirais, de l'idéal de vie d'un Africain. Nous, les Africains, nous sommes les mieux placés pour savoir comment on spolie un peuple. Comment on spolie un peuple. Donc, ce n'est pas moi qui viendrais encourager un individu à se faire spolier par une entreprise ou par une organisation. Ce type d'organisation, je le déconseille à mes proches. Je le déconseille à toute personne qui voudrait vraiment s'aventurer à ces genres de pratiques. Voilà. Voilà. C'est clair, hein? Moi, en tout cas, tout ce qui est... Moi, je dis clairement, il faut fuir ça, il faut fuir tous les systèmes, le schéma de Ponzi.
pyramidale, c'est des systèmes de vol en fait. Et surtout que ça vient d'ailleurs, de l'étranger. Voilà. C'est pour cela qu'on essaie de faire ce genre d'émissions, de favoriser notre propre expérience, de favoriser nos propres talents, de faire nous-mêmes. C'est des choses qu'on peut le faire nous-mêmes. Hein. Il y avait une année quand QNET, parce que tout ça c'est les mêmes choses là. Quand QNET était arrivé, j'avais un ami, on a fait les grandes écoles ensemble. C'était même notre premier, il était très fort. Voilà, mais dans tout ce qui s'agissait de l'intelligence économique de la vie, il s'y connaît pas. Il s'y connaissait pas. Donc il m'avait interpellé, il me dit Laté, viens investir comment on appelle la société là, la QNET. J'ai carrément refusé. Et il m'avait trompé parce qu'en ce moment, moi, je travaillais au plateau. Il m'a dit, Laté, tu viens, il y a une machine à réparer, le gars, cette installation ne marche pas. Je viens, il me conduit à leur système qu'on appelle ça, leur habitation de QNET là. Il me dit qu'il y a quelqu'un qui veut m'entretenir. Il me rencontre des bobards qui ne tiennent pas la route et il n'a même pas pu payer mon transport et tout. Tu vois, pour des gens qui disaient faire des millions chaque semaine, je n'ai pas pu payer mon transport et tout. Voilà. Donc c'est le lieu de dire aux gens d'arrêter cette manière de penser là. Tout peuple, pour aller devant, doit compter sur ses propres forces, doit compter sur ses propres faits. C'est comme ça qu'on peut aller. On peut leur donner plus de détails. Hein. Moi, je vous dis quelque chose. Vous savez, le domaine de la finance et je dirais des structures financières est un domaine très méconnu. Les mécanismes, les gens ne les connaissent pas réellement. Et vu que l'une des demandes les plus fortes, c'est l'argent. C'est l'argent. L'une des demandes les plus fortes au monde, c'est le moyen de pouvoir faire face à ces charges. Le moyen, c'est l'argent. La disponibilité de l'argent est tendue. C'est-à-dire l'argent. Et du coup, tout le monde est prêt à écouter, sinon à pratiquer, je dirais, certaines choses qui ne sont pas forcément d'éthique. Il y a d'autres qui ne savent pas du tout. Il y a d'autres qui savent, mais qui se croient vraiment malins. Et puis, il y a d'autres qui savent très bien et qui se mettent à la tête. Et la plupart du temps, vous allez remarquer, d'abord, ça commence par un système de chaîne pyramidale. C'est très simple. Avec plusieurs scandales que nous avons su, vous avez vu comment cela fonctionne plus ou moins. Mais comme la répétition est pédagogique, moi, je vais vous entretenir un peu sur cette chaîne. Il y a un individu qui est très malin, qui regarde son plafond et qui a une idée géniale. Il décide de mettre un système en place comme quoi il va prendre l'argent de quelqu'un à qui il va promettre un fort taux. Bon, quelqu'un qui a ses 100 000 francs, qui ne fait rien avec, on considère que les 100 000 francs sont pour lui, pourraient être une épargne, vu qu'il n'a pas dépensé ses 100 000. Donc, en attente de l'utilisation future de ces 100 000, il décide de prêter ces 100 000 à quelqu'un qui promet lui rembourser en 120 000 ou à 150 000. Donc, lui, il s'est dit quoi? Bon, attends, mon argent est là sur mon matelas. Pourquoi ne pas mettre à disposition cet argent pour avoir plus dans 3 jours, 4, 5 jours? Voilà, peu importe la durée de l'emprunt. Donc, il met à disposition cet argent. Cette même personne qui reçoit les 100 000, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller promettre 60 000 francs à une personne qui lui donne 30 000. Donc, elle va avoir en plus des 100 000, 130 000. Et elle va prendre, et comme les échéances ne sont pas les mêmes, à l'autre, elle a promis de rembourser sur un mois. L'autre, elle a promis de rembourser sur 2 semaines. Donc, elle va prendre l'argent de l'autre, elle a 130 000, elle va rembourser les 120 000 de l'autre. Et du coup, l'autre, il a confiance. Bien sûr. Donc, s'il demande maintenant 200 000, il va donner. Pour avoir en retour 240 000. Donc, il reprend les 200 000. Il va prendre 200 000, il va payer les 60 000 de l'autre, et ainsi de suite. Vous voyez, s'il fait ça à 2 personnes, il va se retrouver au bout de 3 mois à prendre l'argent de plus de 100 personnes. Une seule personne qui a l'argent de 100 personnes.
beaucoup d'argent. Il va se voir en train de faire un programme de remboursement d'argent plus intérêt. Et plus il en aura jusqu'à ce qu'il y en ait assez de pouvoir s'acheter une maison à Miami, de pouvoir s'acheter un jet privé pour disparaître. Vous voyez un peu. Si vous vous mettez dans une chaîne de Ponzi, mettez-vous en tête que vous êtes en train d'enrichir quelqu'un qui se trouve au sommet. Toujours. Toujours. Avant que ça ne se gâte sur vous, vous serez en train d'enrichir quelqu'un qui se trouve au sommet. Sinon, cette personne qui se trouve au sommet. Si vous avez eu la chance de pouvoir sortir avant que ça ne se gâte, tant mieux. Si vous n'avez pas eu la chance, vous aurez tout perdu. Et vous aurez vos gros yeux pupillés. Et c'est ce qui arrive. Maintenant, comme les gens deviennent de plus en plus malins, comme on le dit, à force de poser piège à une souris, la souris aussi devient intelligente. C'est ça. Donc, comme les gens deviennent de plus en plus malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent cette même chaîne de Ponzi, le principe, cette même structure de pyramide, et ils mettent des interfaces, c'est-à-dire ils habillent ça avec des projets qui donnent de la salive, des projets vraiment qui traitent du quotidien, sinon de la réalité des Ivoiriens. Ils vont prendre des projets pour habiller cette pyramide-là. Le frère a cité un nom tout à l'heure, vous voyez. Ils habillent ça. Qui n'a pas envie d'investir dans l'agriculture aujourd'hui? Qui n'a pas envie de croire que l'agriculture est vraiment rentable et c'est du concret? Avec l'agriculture, tu vois la production, tu vois les ventes, tu vois la consommation. Qui n'a pas envie d'investir? Et quand quelqu'un vient vous proposer un projet alléchant comme dans le domaine de l'agriculture, et que par derrière, il vous soumet une chaîne pyramidale, vous ne voyez pas la chaîne pyramidale, vous voyez l'agriculture. Donc, votre argent que vous êtes en train de mettre à disposition, en réalité, c'est pour nourrir sa chaîne pyramidale. Donc après, lui, il se casse. Quand il se casse, vous avez vos deux yeux pour pleurer. Vous voyez, donc, faites beaucoup attention aux mécanismes qui se cachent derrière certains projets. Moi, lorsque j'ai eu un entretien avec un gars, un administrateur de société d'agrobusiness, il venait me vendre un produit comme quoi faudrait que j'apporte de l'argent pour financer une industrie de tomates en Côte d'Ivoire. Lui, son système, son modèle économique était simple. Je lui ai posé la question, mais déjà les tomates, vous savez, bon, quand quelqu'un aussi connaît un peu, il y a des questions juste pièges qu'il pose. C'est ça. Donc je lui ai posé la question de savoir, donc vous produisez de la tomate, ok, d'accord. Donc vous avez une plantation de tomates. Il me répond évidemment que oui. Quand on produit de la tomate dans un pays et que on a un approvisionnement, je dirais local, c'est l'idéal. Ce serait l'idéal dans une industrie. Ok. Il me dit d'accord, j'ai une plantation, j'ai des hectares de tomates. Si tu veux, je peux te montrer. Donc on se déplace, on va sur le terrain. Il me montre une plantation, mais jusque-là encore, je reste sceptique parce que la plantation, tu peux me montrer la plantation de quelqu'un, hein, Bien sûr. pas de souci. Bien sûr. Tu montres des faux papiers et puis bon voilà, moi je rentre pas là-dedans. Il me montre tout ça, pensant mes baillis, pensant mes pâtés. Je regarde, je vois les tomates, tout ça. Et je vais jusqu'à même à toucher la tomate. Il cueille une tomate et il me dit, regarde, tu vois cette tomate-là, tu vois cette tomate-là, avec ça qu'on fait là. Le concentré de tomate, il dit ah bon, c'est avec ça, c'est pas avec les pomodoro qu'on fait. Vous voyez, les pomodoro, c'est un type de tomate qui vraiment sont vraiment favorables à la productivité de la tomate pâte. Les tomates, c'est fait avec ces types de tomates qui sont très juteuses et qui peuvent vous donner cette qualité de tomate qu'ils vous offrent. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, que non seulement vous n'avez pas le savoir-faire pour faire ces mêmes pomodoro, sinon, si vous proposez un autre type de tomates qui produisent mieux que les pomodoro et que vous avez déjà fait de la tomate pâte, donc vous devez être dans la capacité de me montrer ces tomates pâte que vous avez déjà fait. Claire. Mais ça n'a pas été le cas. Il me montre des types de tomates, les tomates qu'on va au marché, oui. Et il me dit que c'est avec ça qu'il fait la tomate pâte qui vient de l'Italie. Donc là, il y a un problème. Oui. Il y a un problème, donc déjà il ment. Oui. Et où il va tout gâter, il me dit que le surplus de production qu'offre la plantation, il envoie en Italie. Attention, donc il est en train de me dire que, au fait, la France produit du cacao et la France envoie le surplus du cacao.
ça colle pas. Ça colle pas. C'est nous qui sommes censés envoyer la matière première en France. C'est pas la France qui a envoyé la matière première clair. ici. Donc, il y a des choses qui collaient pas. Donc, quand il m'a expliqué les choses comme ça, tout de suite, ça m'a fait tiquer. Pour quelqu'un qui veut mon argent, il m'explique les choses comme ça. Moi, je ne donne pas mon argent. Non, je ne le fais pas. Mais il y a des gens qui ont trouvé le moyen, malgré le bac+6, d'aller donner le million à ces gens de personnes. Parce que, voilà, on peut mettre aussi à leur compte la cupidité, sinon la naïveté. Voilà, raison pour laquelle il faut se faire beaucoup conseiller par des spécialistes. Il faut se faire conseiller. Vous savez, c'est pas tous les conseils qui sont payants. Hein. Et c'est pas tous les conseils qui sont payants. Le renseignement est gratuit par endroit et par moment. Orientez-vous vers les personnes vont vous conseiller. Sinon, documentez-vous énormément. Essayez de suivre beaucoup l'actualité. Hein, l'actualité internationale, l'actualité voilà, de votre région. Essayez de participer à des tribunes. Essayez de suivre des vidéos comme ça, comme c'est le cas à présent. Vous voyez, vous aurez plus d'informations et vous pourrez développer votre analyse critique. Et c'est très important. Aussi, les choses qui ont été faites, les scandales qui se sont passés, peuvent servir de leçon. Vous voyez, il y a eu 2008 à un moment. Il y a eu 2016, 2017. Il va y avoir d'autres. Mais vous voyez, il y a des gens qui ont vécu 2008, qui sont venus tomber dans 2017. Ouais, 2017. Et ils vont leur tendre un piège encore, ils vont venir tomber dedans. Oui, c'est le code douane. C'est la naïveté. Le code douane, moi, je vois plein d'actions. Avant le code douane, il y a eu plein. On ne voudrait pas citer, il y en a plein. Tout ce qui est marketing des réseaux, évitez, c'est tout. Moi, quand quelqu'un vient me proposer quelque chose, une affaire comme ça de grand public, je lui demande, mais c'est marketing des réseaux, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est marketing, parce qu'un marketing des réseaux, c'est quoi? Un marketing des réseaux, moyennant pour pouvoir capter ces montants d'argent, pouvoir récupérer ces montants d'argent avec vous, ils vont vous mettre des interfaces d'affaires. Oui, il y a des produits naturels, des produits bio. Ouais, je vois de la société dont tu veux parler. Des produits naturels, des produits bio. Sans emballage, sans publicité. On vous explique des choses, non? Plutôt que de faire de la pub qui nous coûte cher. Nous, on préfère directement faire notre réseau. On vous vend directement. Vous mettez un montant d'argent qui est de caution et on vous donne des packs de produits que vous allez revendre. Et quand vous revendez, pour pouvoir toujours gagner des commissions, il faut toujours faire entrer de nouvelles personnes ici, ainsi de suite. Mais tout en oubliant que celui qui vous insère, il reçoit une commission sur votre commission. Oui. Et ainsi de suite. Donc, en grosso modo, dites-vous que plus de personnes il y a sur celui qui est en haut, il s'enrichit plus que vous. C'est comme si vous travaillez pour lui au fait. Donc lui, il n'a qu'à commencer. Lui, il n'arrêtera pas de s'enrichir. Tant que ça existera, le réseau existera, lui s'enrichira. Maintenant, vous allez laisser peut-être vos occupations pour aller marcher sur le soleil. Finir votre chaussure. Transpirer. Pour aller chercher des gens. Adhérer à votre parrainage. Alors que lui, il est assis en haut. Il a mis le mouvement en place seulement et il s'enrichit. Claire. Vous voyez? Et même que vous mettez en démarrage, il y a beaucoup qui ne le récupèrent même pas. Il y a beaucoup même qui ont du mal même à vendre leurs produits. Oui. Et maintenant, posez-vous maintenant la question. D'où viennent ces produits? Posez-vous les questions suivantes. Ces produits participent à mon économie personnelle d'abord. Est-ce que ces produits participent à l'économie communautaire? Ouais. Est-ce que ces produits sont fabriqués ici? Si oui, rien. Est-ce que ces produits ont des usines implantées ici? Ça permettrait de payer des impôts à l'État du Côte d'Ivoire? C'est ces questions que les gens ne se posent pas. Vous allez acheter des produits étrangers. Vous ne savez même pas comment c'est fabriqué. Les produits occidentaux, C'est même pas sûr que même que ça soit du bio. Vous n'avez aucune idée, aucune idée. C'est des produits importés qui ne font même pas travailler nos frais ici. Et que je trouve encore cher. Parce que c'est très cher. super cher. Super cher. Je Très le cher. comprends. Hein? Super cher. Et vous venez faire déverser des produits qui font concurrence aux produits locaux.
Vous faites travailler en plus. Vous vous videz de votre poche parce que c'est très cher. Et vous travaillez 2 fois plus. Vous dépensez votre énergie, vous perdez votre temps à participer à de marketing des réseaux qui ne vous apporte rien, sauf à enrichir des gens que vous n'avez jamais vus, que vous ne verrez jamais. On vous envoie des vidéos, on vous envoie des images. Des gens que vous ne connaissez même pas, qui ne connaissent même pas votre situation, votre condition de vie, qui ne pensent qu'à s'enrichir. Vous ne faites que les enrichir. Vous n'avez pas remarqué que la plupart des gens qui viennent vous proposer ces gens d'affaires sont des étrangers. C'est toujours. C'est des étrangers. Il est temps que nous puissions réfléchir, sinon se poser des questions sur la provenance, sinon sur l'avantage que peut conférer un produit, sinon un système, à nous d'abord et à notre communauté avant d'adhérer. C'est très important. Un Chinois, avant de rentrer dans un magasin, va se demander si c'est son frère chinois qui tient le magasin. De un. Il va se demander est-ce que les produits qui s'y trouvent sont des produits fabriqués par ses frères chinois. Parce que quand il dépense 100 francs, il est sûr que ces 100 francs, une partie puisse être rapatriée en Chine, pour construire la Chine, et l'autre partie sert à nourrir celui qui vend ses produits et qui tient ce magasin. Tous les peuples de ce monde pensent communauté. Il n'y a que les Africains. Il n'y a que seuls les universalistes patentés qui sont ouverts à tout le monde, qui ne contrôlent rien, qui ne se posent pas de questions, qui adhèrent à tout. Faites très attention. Ce monde-là est fait de guerre. Nous sommes dans une guerre économique. Ceux qui sont en face de nous n'ont rien d'autre que leur profit et leurs intérêts. Faites très attention. Voilà. Pour revenir un peu à ce que tu dis, je donne un peu mon expérience. Hein. Je n'ai pas dit des noms, mais il faut faire attention. Souvent, on vous parle de produits bio. Il n'y a pas plus bio que les produits qui sont faits dans nos villages en Afrique. Ne vous laissez pas tromper par ce genre de choses. Ils achètent des produits super chers qui sont du chimique, et ils bossent dur par rapport à ça. Connaissez-vous, et de temps en temps, qu'est-ce qu'ils font? On les promet des voyages, 2-3 voyages, se déplacent un peu. Et si tu remarques bien, ceux qui réussissent un peu en griffe, ceux qui réussissent un peu en griffe, c'est des personnes qui sont en général des salariés, qui utilisent souvent leur salaire pour pouvoir acheter les produits là. De sorte que chaque mois, même s'ils n'ont pas pu vendre, comme ils ont acheté certains produits, ils peuvent toucher quelques commissions du système. Ça ne peut pas aider l'Afrique. On n'ira pas loin. Tu ne deviendras jamais milliardaire par rapport à ça. Clairement, dans toutes les institutions qui apprennent comment l'argent fonctionne, tout ce qu'on appelle marketing des réseaux est invité. Nous, on a fait marketing, on n'a jamais entendu ce système de marketing des réseaux. C'est une grosse arnaque. Par contre, vous pouvez créer vos entreprises, vous pouvez investir dans des sociétés qui ont des forts, plutôt, ont du potentiel. Potentiel de croissance. Le potentiel de croissance. Il y a des livres qui existent. Comment savoir si cette entreprise-là, dans 5 ans, 10 ans, va tenir? Tu peux avoir des bonnes idées, mais si tu ne vois pas le gars, un bosseur, tu vois, des gens qui ont cette capacité-là de se lever à chaque fois à 5 h du matin, à 4 h du matin, de taffer, de rentrer tard le soir parce qu'ils sont en train de positionner le bébé afin que ça grandisse, tu ne pourras pas investir. Bon, c'est pas le seul élément. Il ne faut même pas aller loin en disant qu'ils doivent fouiller dans de la documentation, il ne faut même pas aller loin. Regardez la vie de tous les jours. Moi, je prends exemple sur moi, par exemple. Je suis un consommateur. Je m'habille, je me soigne, je mange. Vous voyez, j'utilise un certain nombre de biens et services pour assurer mon quotidien. Regardez ce que je consomme. Je me soigne avec la plante, avec la médecine traditionnelle. Regarde-moi très bien. J'ai l'air d'être malade? Non, je suis en très belle forme. Bien sûr. Je mange les nourritures du terroir. Je peux vous les citer. Je mange du riz local. J'utilise l'huile rouge. Je mange les légumes de chez moi. Je mange les fruits plantés ici en Côte d'Ivoire. Si vous me voyez au supermarché,
c'est pour aller acheter papier hygiénique, les produits manufacturés. Mais ici, et je suis très regardant là-dessus, je prends le temps de lire d'où ces produits-là viennent avant de les acheter. Je m'habille un peu de vêtements importés, ça je vais être franc avec vous. Pas de mes vêtements avec des tissus africains, j'insiste, pas avec du wax. Le wax n'est pas africain. Je m'habille avec du bogolan, je m'habille avec de l'indigo, je m'habille avec du faso d'Anfani. Aujourd'hui, je n'ai pas porté ma belle tenue, je regrette déjà, mais je le ferai prochainement. Je m'habille africain, je me lave avec du savon noir africain. Donc vous voyez, au regard de tout ce que je consomme, demain si je suis millionnaire, je ne vais pas chercher à investir dans une entreprise qui consomme des... C'est pas ce que je dois faire, je dois investir dans des entreprises déjà qui créent, sinon qui fabriquent des produits que je consomme sur place. Je peux investir dans le vivrier, je peux mettre à disposition un montant d'argent pour des femmes qui ont des plantations. Je peux mettre à disposition un montant d'argent qui servira à créer une usine de transformation de ces produits pour ces femmes. C'est un investissement. Je peux mettre à disposition un montant d'argent à des artisans, des gens qui font du faso d'Anfani, que je connais très bien. Je connais une dame qui a son magasin, qui vend des boubous du Nord. Elle me met ses habits. Elle me met... Il lui faut 2-3 machines. Je mets à disposition ce montant d'argent. Parce que moi, je sais que demain, ce sont ces mêmes vêtements que j'achète. Donc, je crée une économie circulaire. L'argent reste entre nous et pour nous. Pour la nourriture, il y a des femmes qui font de la restauration. On peut leur ouvrir des restaurants très bien équipés, avec des espaces sur les plus grandes avenues de notre capitale. On peut acheter des ustensiles de cuisine. Ça, c'est une économie. On peut aider nos jeunes entrepreneurs de start-up qui utilisent des matières premières, sinon des matériaux trouvés sur place qui serviront à construire des machines. Il y a des jeunes qui font des frigos, il y a des jeunes qui font même des climatiseurs, qui fabriquent des climatiseurs. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Il y a des jeunes qui fabriquent des tables à partir de rien, des déchets recyclables. C'est de l'argent qu'on peut mettre à disposition. On n'est pas obligé d'aller investir dans des grandes sociétés d'Européens. Non, on n'a pas obligé de faire ça. Déjà, on peut le faire. Dans notre famille, même si on cherche bien, on va voir qu'il y a un peintre qui est là, qu'il y a un artisan qui est là. On peut le soutenir. Vous voyez? Donc, ça commence déjà. La meilleure structure sociale commence par la cellule familiale. Quand on tourne, on regarde dans la famille. Quand il n'y a pas, on regarde dans la communauté. Et là, forcément, il y en aura. Voilà. Bon, d'autres te diront qu'ils l'ont fait, mais leur montant a été dépensé, ils n'ont pas pu. À ça, comment tu réponds quoi en fait? Moi, je dis que le risque lié à l'éthique existe partout. La malhonnêteté, si vous allez chez les Blancs, ils vont vous dire la même chose. Il y a des Blancs malhonnêtes autant que les Noirs. Il y a des gens qui, du fait des liens de parenté, ont eu à être déçus. Mais en réalité, quand on veut financer, quand on veut aider, ce n'est pas ces gens d'expérience-là qui doivent nous décevoir. On doit aller creuser plus loin. On doit trouver un modèle d'organisation parfait. Le modèle d'organisation, il existe déjà. Vous savez, beaucoup de sociétés en Afrique ne marchent pas parce que ces sociétés-là sont calquées sur le modèle de cellules familiales européennes. Je vous explique. Il faut repenser la structure entrepreneuriale même africaine. Une fois qu'on aura repensé, trouvé un modèle d'organisation d'entreprise africaine, tout va aller, je dirais, dans le bon sens. Je prends un exemple. Vous constituez votre société. L'organigramme même de la société, c'est un modèle social européen. Attends. Vous savez comment le modèle entrepreneurial est constitué au Japon? Au Japon, quand vous entrez dans une société, il n'y a pas monsieur, il n'y a pas madame. Non. Il n'y a pas monsieur, il n'y a pas madame.
on se tutoie là-bas. Parce que le Japonais estime que le patron de la société, celui qui est considéré comme patron, est le père de famille. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez? Bon, ça veut dire que quand vous allez au travail, c'est comme si vous allez à votre deuxième maison. Vous considérez votre lieu de travail comme votre maison. Et quand vous considérez votre lieu de travail comme votre maison, c'est pas de dire que vous envoyez les petites caprices de maison là-bas. Non, c'est pas de se dire ça. C'est de dire que la hiérarchie, vos supérieurs déjà sont comme vos parents. Le respect y est, la considération y est, le lien d'affinité y est. Donc ça veut dire que votre papa ne peut pas se permettre de ne pas vous payer à la fin du mois. Ça veut dire que votre papa ne peut pas se permettre de coucher, vous qui représentez des enfants. Vous qui êtes comme des enfants pour lui, il ne peut pas vous permettre de vous faire des droits de cuissage. Il ne peut pas vous permettre de vous faire des avances. Il ne peut pas se permettre de vous envoyer sortir. Il ne peut pas ça. Ça veut dire que vos papas ne peuvent pas se permettre d'être moins regardants sur votre difficulté quotidienne. Il ne peut pas faire ça. Maintenant, vous, en tant qu'employé, si vous considérez votre espace de travail comme votre maison, vous n'allez pas peut-être gaspiller l'énergie de cette entreprise-là, les ressources de cette entreprise. Vous n'allez pas voler des objets dans cette entreprise. Vous n'allez pas détourner de l'argent. Vous voyez un peu le paradigme. Donc, il faut changer de paradigme. Donc, l'Africain doit considérer l'entreprise comme sa deuxième maison, sa deuxième famille. Raison pour laquelle, de façon, je dirais, spontanée, dans notre société africaine, dans cette culture occidentale, si vous allez dans une société très occidentalisée, vous allez voir que là-bas, ils sont individualistes, chacun dans son bureau. Celui-là a ses problèmes, ça ne regarde que lui. Le patron, c'est le patron. On se voit. Restrictions, on a beaucoup de choses qu'on ne peut pas se permettre. Alors que dans une entreprise, copiée sur le modèle occidental, mais qui a des Africains en son sein, il y a une chaleur. Il y a une chaleur. Souvent, on s'oublie, on appelle ma vieille mère, la maman. Ouais, c'est ça. Il y a cette chaleur-là qui donne cette motivation pour l'employé de se retrouver en famille, dans une deuxième famille. Et c'est cette motivation-là qui lui fait donner le meilleur de lui-même. Quand tu te sens en famille, tu te sens protégé. Tu te vois en train de te dépenser pour cette famille-là. Tu donnes le meilleur de toi-même. Et c'est ça l'idée d'entreprise en Afrique. Et tant que on n'aura pas ce paradigme entreprise africaine, on aura du mal à se développer, à aller de l'avant. Donc, ce qu'il faut faire pour une entreprise qui doit prospérer, c'est d'avoir un modèle, je dirais, copié sur le modèle matriarcat. J'exhorte nos chefs d'entreprise à avoir en leur sein, je dirais, des gestionnaires des ressources humaines, par exemple, pour gestionner des ressources humaines des femmes. Ouais. Elles sont très maternelles, elles comprennent les attentes. Elles ne dépensent pas l'argent comme ça aussi. Elles comprennent les préoccupations des hommes, hommes, femmes comme mâles comme féminins. Elles comprennent plus ou moins, je dirais, l'attention qu'il faille accorder à tout le monde. Elles sont très maternelles. Maintenant, si le PDG peut être aussi je dirais, maternel en griffe, il n'y a pas de souci. Mais il est important de vraiment intégrer notre valeur sociale à la structure d'entreprise en Afrique. C'est très important. Parce que les maux que nous vivons en entreprise aujourd'hui sont du fait qu'il y ait ce décalage de paradigme. Ce décalage de paradigme qui fait que les gens n'ont plus cette conscience d'appartenance à ces entreprises. Aujourd'hui, quand tu entends quelqu'un parler de son entreprise, il dénigre plus cette entreprise-là qu'il en fait l'éloge. Il dénigre. C'est ça. Il va te dire, fausse société là. Oui, oui. Donc on ne nous paye même pas là. C'est ça. Le boss là, il le guette. Vous voyez, ce n'est pas des paroles qu'on entend. Parce qu'il ne fait pas partie de l'entreprise. Il s'est dit que, lui là, c'est sa société. De toute façon, c'est lui qui cherche son argent. Pourtant, il est employé. Donc déjà, quand quelqu'un commence à parler comme ça, c'est pas bon. Alors que c'était de paradigme africain, il va jamais le faire.
Il va dire, bon, c'est lui qui me donne à manger, c'est mon papa, c'est ma maman, c'est notre entreprise, c'est notre famille. Il se bat, il se lève tôt le matin, il va au travail. Et il ne considère même pas ça comme un travail, il considère ça comme une contribution volontaire, animée de bon sens, avec la conscience professionnelle. C'est ça. Une fois qu'un entrepreneur aura cette vision de la chose à partir du paradigme africain, les choses vont, je pense, aller mieux. Ok, donc je te remercie. J'ajoute un élément et puis on va aller à la conclusion. Et puis je vais présenter les livres là. Dans la même vanne, il faut dire aussi que même la manière de payer même les gens a changé. Tu vois, quand on était encore en Égypte là, dans le salaire, il y avait des salaires de façon, comment je vais dire ça, des produits. On pouvait donner des grains, un sac de riz, des trucs pour manger. C'était pas simplement de l'argent qu'on donnait. Aujourd'hui, rares sont les sociétés où les gens payent en nature. Je n'ai pas dit de payer comme... Mais c'est des genres de choses qui font que quand tu fais, les gens ont des difficultés de quitter cette entreprise. Imagine toi, tu as une entreprise où on te donne 2 sacs de riz par mois, en plus de ton argent. Tu comprends? En plus de ton argent, hein, tu donnes peut-être 2 sacs de riz. Il arrive que tu peux complètement dépenser ton argent et tu n'as même plus quelque chose à manger chez toi. Lorsqu'on te donne 2 sacs de riz ou bien des produits vivriers que tu peux consommer, tu vois que ça change avec cette société-là. C'était ça. Donc, on va faire la conclusion, puis on va présenter au moins 2 livres pour que les gens puissent les lire, comprendre les choses afin de réussir leur investissement. Ok, merci d'abord pour l'attention que vous avez accordée à cette lucarne et je vous encourage à participer à chaque fois à Jour de Soleil qui propose en tout cas des termes qui vont dans l'intérêt de susciter, sinon d'ouvrir et d'éveiller la conscience de nos frères. Vous savez, ce monde est fait de plein de pièges. Et tant que nous serons dans un paradigme qui ne nous est pas convenable, nous serons toujours en face de ces difficultés, en face de ces pièges. Et aujourd'hui, le thème qui tourne autour des fonds d'investissement, ce qu'il faille retenir, c'est que le monde de la finance est très vicieux. Les produits financiers le sont également, que ce soit la banque, que ce soit dans une microfinance, que ce soit dans un établissement financier ou que ce soit dans une organisation qui fait la promotion de l'épargne. Faites beaucoup attention. Lisez les choses, renseignez-vous et observez. Utilisez beaucoup d'analyse critique. Vous pouvez me contacter, me poser des questions, je vais vous répondre. Faites beaucoup attention, c'est un monde très pernicieux et je vous demande aussi de favoriser l'économie communautaire, c'est très important parce que avant vous-même de vous intéresser aux choses de l'extérieur, aux choses qui ne sont pas propres aux Africains, intéressez-vous aux choses de vos communautés. Si vous n'êtes pas leader dans la création de ces genres de structures d'épargne, adhérez plus simplement aux choses que crée votre communauté. C'est très important. À ces structures d'épargne, investissez ou bien mettez à disposition votre épargne aux entrepreneurs de votre village, aux entrepreneurs de votre famille. Faites la promotion, je dirais, des activités que vous connaissez, que vous suscitez déjà. C'est très important. Ne vous dites pas que le noir est mauvais, l'Africain est méchant. Ne vous dites pas qu'il va bouffer mon argent. Essayez, faites-le. L'argent, on en gagne, on en perd. Je ne vous incite pas à jeter votre argent par la fenêtre. Si vous avez des projets à analyser, vous pouvez nous les soumettre. On va analyser ça pour vous. On va vous donner des orientations et des conseils. C'est très important. Mais pensez à l'économie communautaire. Je vous encourage parce que c'est de l'économie communautaire que peut naître une économie nationale, une économie sous-régionale et une économie panafricaine. Voilà. Merci pour
c'est très très humble. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas souvent, comment je peux dire ça, ressasser tes exploits, tout ça. Mais si les gens veulent te contacter, comment ils font? Oh, déjà, vu que nous sommes sur Facebook, Yao Boni, voilà, il me faut une demande. Je pourrais les ajouter comme amis. Ils peuvent me contacter sur mon Messenger. Je peux leur fournir aussi un mail. Euh, bonimacarthur@yahoo.fr. Voilà. Tu peux répéter l'email? bonimacarthur@yahoo.fr. Boni, B-O-N-Y, MacArthur, M-A-C, Arthur, A-R-T-H-U-R, arrobase, yahoo.fr. Je vous dis merci. Heureusement, je ne me sens pas trop bien aujourd'hui. Oui, je suis un peu, je suis pas trop en forme. Bon, il y a deux livres à vous présenter. Le premier livre, le guide pour investir, il est de Kiyosaki. Vous pouvez l'avoir. Un très bon livre qui donne des éléments pour pouvoir investir. En tout cas, je vous conseille ce livre de Kiyosaki, dont le titre est Guide pour investir. Le deuxième livre que je vous conseille, c'est Culture africaine et gestion de l'entreprise moderne de Marcel Zadikessi. Culture africaine et gestion de l'entreprise moderne. Très bon livre, on a eu à parler un peu de ça, mais lui il a essayé de ressasser pour comprendre en quoi aujourd'hui l'Africain peut, comment je peux dire ça, s'investir plutôt, s'immiscer dans ce monde d'entreprise moderne avec ses valeurs en restant toujours africain. Donc merci, je vous dis merci. Je pense que la semaine prochaine, on va continuer dans tout ce qui est économie. Il est temps que on apprenne les éléments de l'économie. On n'a pas eu la chance d'apprendre tous les modèles économiques quand nous étions à l'école. On nous a appris à réciter, on ne nous a pas appris à penser, on nous a appris à nous détester, à chaque fois stigmatiser l'Africain, que l'Africain n'arrive pas à faire quelque chose. Mais il est temps maintenant d'investir, de créer nos propres entreprises, de consommer dans la communauté. C'est comme ça qu'on grandira. Allez, merci et à la semaine prochaine. Asante sana.